Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la communauté AMCA. Bonjour aussi à nos collègues et amis du club des dirigeants. Bonjour à tous nos partenaires et amis et collègues de travail qui se sont rejoints à nous pour justement profiter, partager, participer à ce webinaire qui est organisé par l'AMCA, l'Association marocaine de la communauté achat. Je crois que ça arrive à point nommé, puisque nous sommes à la veille du tant attendu déconfinement, espérant que le jour J soit tout à fait au rendez-vous et que ce webinaire soit justement l'occasion pour nous de prendre la hauteur et le recul nécessaire. Alors, je parle peut-être au nom de M. Yassine Strahani, qui est le président de l'AMCA, qui prendra la parole tout à l'heure. Envisager un webinaire tout au milieu de la crise, tout au milieu du confinement. On y avait pensé, mais disons que dans une ambiance aussi anxiogène que celle qui régnait, qui prévalait effectivement au beau milieu de la crise, l'ambiance n'était pas tout à fait appropriée pour justement engager un débat sur une thématique aussi importante que celle du redéploiement des achats au Maroc par rapport à toutes ces considérations-là. Donc, le fait que ça arrive pratiquement à la fin du déconfinement, comme dit l'adage, a quelque chose mauvais et bon. Et finalement, ça ne peut être disons qu'un bon prétexte pour justement prendre la mesure des retours sur expérience. Je crois qu'à l'AMCA, à chaque fois qu'on organise un workshop, un symposium, un séminaire, c'est toujours le mot qui revient à la charge, c'est échanger, c'est partager, c'est être effectivement dans une dynamique d'apprentissage collectif et d'échange collectif. Et je préfère commencer par cette mise au point parce que c'est un peu le décor que je préfère planter avant de lancer la problématique et peut-être commencer par présenter les intervenants. Alors, un petit mot sur la thématique générale. Quel redéploiement pour le post-crise par rapport à la fonction achat? Certainement, il y a énormément de choses à dire et justement, faute de temps, comme disait Yassine Serhani à l'instant, on va être assez sélectif dans les échanges qu'on va avoir. On va être assez direct aussi par rapport au point de vue. Déjà, peut-être je livre un secret, peut-être en aparté. On a partagé avec les intervenants avant qu'on tienne ce live. On a essayé de chronométrer effectivement les interventions comme ça. On ne va pas être dans la bousculade, parce qu'assez souvent dans des webinaires du genre, faute de temps, on a beaucoup de choses à dire, on a oublié de dire des choses et on essaie de se rattraper effectivement chemin faisant. Donc on va essayer d'être assez pédagogique. Hein. C'est un peu, on va dire, mon terrain de prédilection. Je suis professeur d'université. Et donc, on va être dans la pédagogie, surtout par rapport à ces thématiques. Donc, sans trop tarder, nous sommes dans une crise mondiale, peut-être sans précédent. Ça n'a rien à voir avec ce que le monde a connu pendant la grande récession de 1929. On n'est pas dans la grippe espagnole qui a coûté la vie à 100 millions de personnes. On est dans une crise que personne n'a vu venir, dont les répercussions sont déjà là. Il y a des entreprises qui ont fermé. Il y a des entreprises qui sont obligées de se restructurer justement pour se mettre au diapason des exigences de ce plan de continuité d'activité, de ce plan de reprise d'activité, de ce Alors là, effectivement, pour le contexte marocain, c'est intéressant d'examiner effectivement cela. Et pour justement répondre à la configuration, je crois que personne n'est capable au jour d'aujourd'hui de donner une configuration de ce que va être la fonction achat dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Hein, on va être juste dans des spéculations. Avec les outils de modélisation les plus sophistiqués, on est incapable au jour d'aujourd'hui de tenir effectivement
un scénario prévisionnel tout à fait véridique et tout à fait vrai. Ceci dit, l'exercice auquel nous allons nous livrer ce début de soirée, ça va être effectivement un retour sur expérience. Et pour cela, j'ai le plaisir. J'ai tardé un petit peu, je m'en excuse, mais il fallait faire cette introduction. Comme ça, je vous balise le terrain et je vous évite de reprendre peut-être des choses plus longuement. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir et honneur aux dames. On va commencer par Madame Sana Belriti, alors directrice des achats de Acdital Holding. Alors, Acdital Holding, groupe de sociétés, c'est ça? Groupe de cliniques. C'est un groupement de cliniques. Voilà. Et ça tombe bien, moi, lorsque j'ai vu effectivement votre nom et le secteur d'activité, j'étais très ravi parce que ça tombe à point nommé par rapport à la problématique d'aujourd'hui, mais aussi le salut qu'on a eu effectivement pour le personnel hospitalier un peu partout dans le monde par rapport à une fonction qui a été effectivement pratiquement en volte-face à la pandémie. Et ça nous intéresse d'autant plus dans on va dire la sphère des achats pour comprendre comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné pendant la crise. Qu'est-ce que cette crise a eu comme répercussion dans l'organisation achat, dans les relations avec les fournisseurs, dans la digitalisation de la fonction achat. Alors là encore, la digitalisation, on a ressassé à plusieurs reprises ça et à chaque fois, on était vraiment tout à fait d'accord sur le passage obligé vers cette digitalisation. Alors avec vous, certainement, on va y revenir. Donc je reprends juste un petit peu votre bio express. Vous avez 20 ans d'expérience, dont la moitié dans les télécoms et l'autre moitié a été dans les achats et la logistique. Donc, on ne pouvait pas avoir mieux que vous, madame, pour nous parler du secteur hospitalier et nous parler de l'organisation achat dedans. Alors après, Monsieur Sarhani forcément va comprendre que je le laisse à la fin parce que je vais présenter Monsieur Khrat Kamal. Alors, Monsieur Kamal Khrat, c'est le directeur des achats, marché et budget à la Banque Centrale Populaire. J'ai rien oublié, Monsieur Khrat? Est-ce que ça se justifie sur votre fiche de paye, hein? Alors, je vous entends pas, Monsieur Khrat. Vous pouvez activer son micro. Voilà. Jamal Kharrat. C'est Jamal Kharrat. Voilà, exactement. Donc, directeur des achats, marché et budget à la Banque Centrale Populaire, 30 années d'expérience. Donc, imaginez très bien que ce que M. Khrat va nous apporter cet après-midi a de la valeur et on a tous besoin effectivement de partager cette expérience. Alors, 30 ans d'expérience, moitié dans l'informatique et les télécoms. Et vous avez quelque chose à partager déjà avec Madame Belriti. Et l'autre moitié, c'est dans les achats. Donc, nous avons deux érudits des achats et de l'informatique. Et ça tombe bien encore une fois parce que la digitalisation n'est pas très loin. Alors, Monsieur le Président, après Monsieur Yassine Sarhani, directeur achats et affaires générales, secteur grande distribution et finance. Je crois qu'il y a un secteur qui a eu vraiment le vent en poupe, comme on dit, pendant cette crise, c'est le secteur de la grande distribution. Et je me permets de te tutoyer, Yassine. Tu es tout à fait placé pour nous en parler et surtout, effectivement, revenir sur ces trois axes que j'ai cités tout à l'heure, je les rappelle. Quel est le plan de continuité d'activité qui a été effectivement envisagé? Quel est le plan de reprise d'activité? Quel est le plan de gestion de crise? Et quel est le plan de retour à la normale, si effectivement on peut parler de normal et de normalité par la suite? 20 ans d'expertise et d'expérience dans les achats, donc dans l'expertise d'achat, actuel président de l'AMCA et ex-secrétaire général de l'AMCA. Alors, très heureux de vous accueillir, madame, messieurs. Et directement, on va partir
vers le premier axe et je donne la parole à Madame Belriti et je vous prie, Madame, de respecter le timing parce que si on a fait appel à moi, c'est pour faire bien mon travail et le job nécessite de rester effectivement collé par rapport à la chronologie qu'on avait effectivement convenue. Alors, à vous la parole, Madame Belriti. Et j'espère que tout le monde est bien installé du côté de nos followers qui sont sur Facebook. Je vous rappelle que le live, il est transmis en direct sur Facebook, sur la page officielle du Club des dirigeants. Sur LinkedIn, me semble-t-il aussi, si Sarhani, vous me corrigez. Non, c'est pas sur LinkedIn. En fait, il ne peut pas partager sur LinkedIn, malheureusement. Mais l'enregistrement, lui, il va être partagé sur LinkedIn. Sur Facebook, absolument. Oui, sur Facebook. Madame Belriti, à vous la parole. D'accord. Ben, en tout cas, déjà, merci de m'avoir convié à ce webinaire qui vient à point nommé. La veille de déconfinement pour certains, pour la plupart. Mais comme je l'ai dit à Yacine, je ne sais pas si je vais être hors sujet parce que redéploiement de la fonction achat au niveau de mon activité, nous avons fait face à la crise du début à la fin avec des effets, avec des rythmes différents. Vous avez parlé tout à l'heure qu'effectivement nous étions au cœur de la crise. Et je peux vous dire que ça a été très spécial. En 20 ans d'expérience dans les achats, j'ai eu affaire à des pénuries de matières premières, j'ai eu affaire à des pénuries, s'il y a une matière première qui est en pénurie en Chine, je peux en trouver ailleurs. S'il y en avait en pénurie en Allemagne, je peux en trouver ailleurs. Mais cette fois-ci, c'est la première fois où on a été face à une pénurie globale. Et pas pour, dans notre cas, c'est un peu plus spécial parce que c'est pour assurer l'activité de la santé de nos patients et de notre personnel. Donc, on a dû mettre en place une cellule de crise de pied levé, dès le démarrage, dès l'annonce du premier cas Covid. Donc, nous avons dû, déjà pour vous mettre un petit peu dans la situation de la direction achat de Acdital, elle a été créée il y a 6 mois. Donc, justement, pour être une centrale d'achat des 5 établissements de santé actuels, plus les autres projets qui sont en construction. Donc, justement, pour avoir une centralisation, une fluidification, un process unique, homogène, synchronisé, pour permettre la prise de décision rapide, bien sûr, avec un échelonnement dans le temps, dans la création de ces directions achats. Le Covid, il est venu, donc on a dû faire accélérer les choses. Donc la première, selon notre planning de ce webinaire, ce que nous avons fait pour assurer l'activité de nos établissements, déjà, c'est que nous avons centralisé tous les achats et l'approvisionnement du matériel de protection et des dispositifs médicaux en relation avec le Covid. Parce que pour vous juste imaginer, au début, personne ne savait si les cliniques, si les établissements de santé allaient accueillir ou pas les Covidiens. Donc, tout le monde avait peur. Si quelqu'un toussait, il a un Covid. Donc, toutes les cliniques, tous les établissements de santé étaient à la course vers le matériel de protection. Et en même temps, il y avait une pénurie grave sur le marché parce qu'il y avait des injonctions publiques qui avaient fait en sorte que la plupart du stock de nos distributeurs était réquisitionné. Donc, vraiment, c'est une période que je ne désirais à personne. C'est passé, mais alhamdoulilah. Donc, de pied levé, on a mis en place une centralisation de ces achats, une centralisation de distribution aussi, pour justement ne pas léser une clinique par rapport à une autre. Au travers de dotations, comme ça, on assurait l'activité.
Nous avons eu aussi au niveau des cliniques, il y a eu des actions pour limiter les accès, donc interdiction de visiteurs, un seul accès par clinique avec les thermomètres frontaux, les gels hydroalcooliques, etc. Je crois que maintenant, tout le monde sait ce que c'est un FFP2, un masque chirurgical, gel hydroalcoolique, thermomètres frontaux. Donc, c'était vraiment la priorité des priorités dans la première phase. Après, il y a aussi un effet sur la fréquentation, sur l'état financier de nos établissements et de tous les établissements de santé au Maroc, enfin, même au monde. Parce qu'avec le Covid, les patients, ils évitaient de venir consulter. Même, ils pouvaient même arriver jusqu'à vraiment l'extrême pour venir consulter, tellement ils avaient peur, tellement il y avait une vraie psychose d'aller dans les cliniques parce qu'on dit qu'il y a des cas de Covid un peu partout. Bien sûr, nous avons fait aussi des opérations de désinfection, que ce soit au niveau de notre holding ou bien de manière périodique au niveau des cliniques. Donc, tout ça, c'est pour assurer l'activité. D'accord, très bien. Je me permets de vous arrêter 2 secondes, Madame Belriti, histoire de passer à M. Khrat. Est-ce que vous avez été dans les mêmes ordres, on va dire, de psychose, d'urgence, de panique? J'imagine dans le secteur bancaire, on est beaucoup plus sensible à des questions de liquidité, à une espèce de crise financière, bancaire qui penche à l'horizon. Est-ce que c'était le cas au tout début de la crise Covid dans le secteur bancaire, et en l'occurrence à la Banque centrale populaire, M. Khrat? Oui. Je tiens d'abord à remercier M. Sahani de m'avoir invité à présenter, à me joindre à vous. Et je vous remercie sincèrement, M. Bid, vous m'avez bien présenté, mieux que moi. En ce qui concerne la crise du Covid, son impact sur le secteur bancaire, nous, à notre niveau, on dit, en tant que directeur achat, une fois que nous avons senti le danger s'est installé au niveau de l'Europe, nous avons mis en place un comité de crise. Nous nous sommes penchés sur la réservation des masques. Nous nous sommes équipés d'une grande quantité de masques, de gel hydroalcoolique et même pour essayer de préserver en premier lieu la santé de notre personnel ainsi que des clients et des fournisseurs. Et en second lieu, d'essayer à ce que l'activité bancaire soit au bon niveau. Nous avons mis en place également une équipe qui va se charger d'équiper l'ensemble du personnel de nos agences des masques et des gels. Nous avons mis également en place au niveau de tous les étages des distributeurs de gel automatiques. Pas de touche. On ne touche pas. Vous mettiez votre main, lui, l'appareil vous donne un peu de gel. Aussi, nous avons porté assistance à nos fournisseurs stratégiques désireux de préserver la continuité de leur relation avec nous. Mais également, il y a des sociétés qui ont exprimé l'arrêt, qui ont carrément ils ont arrêté l'activité. En premier lieu, et en second lieu, nous avons mis pour les mesures qui ont été prises. Nous avons mis en place, nous avons équipé les agents de sécurité des thermomètres, comme a dit Mme Belriti, qui permettent de relever la température du personnel et des fournisseurs à la rentrée des sites. Nous avons également donné nos ordres à ce que le prestataire qui effectue plusieurs missions de nettoyage et de désinfection des locaux qui sont source de contamination vu la fréquentation de ces lieux.
nous avons donné l'ordre également d'équiper le personnel du front office qui sont en relation direct avec les clients, des masques. D'abord des panneaux de protection en plexiglas au niveau de tous les sites, ainsi que des masques. Ils protègent les yeux et le nez. Et aussi, en matière informatique, nous sommes équipés du matériel suffisant, informatique et télécom, et nous avons équipé presque un grand nombre de personnel de matériel informatique et télécom, ainsi que les accès VPN, lui permettant de travailler à distance et de façon sécurisée. D'accord. Je voudrais vous faire réagir, M. Kharrat, si vous permettez, sur la question de l'organisation achat, la direction des achats. Est-ce que vous avez été exposé à une gestion de crise spécifique dans la fonction achat? Parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de nos collègues qui sont dans les achats, qui sont des managers, mais aussi des acheteurs juniors, seniors. Comment cette gestion de crise par rapport aux achats s'est faite à la Banque Centrale Populaire? Merci, monsieur Biet, de m'avoir posé cette question. Je l'ai oublié également. L'obligation de sécurité nous a conduit à réorganiser dans l'urgence le travail de notre équipe achat en mettant en place une organisation de crise au jour de confinement. Nous avons installé des routines d'équipe. Pour le personnel qui habite près du lieu du travail, il travaille une journée sur deux. Pour le personnel qui habite loin du lieu de travail, il travaille 3 jours d'affilée sur place et 3 jours d'affilée à la maison. Nous avons mis en place une procédure spécifique pour la réception du courrier. Il n'y a pas de contact de personnel avec les fournisseurs. Nous avons mis en place une cellule écarté loin du personnel, le fournisseur dépose son courrier, notre agent prend le courrier, nous accuse en réception et on remet la cellule, le courrier, et lui, le coursier le prend. Avec cette organisation, les achats sont assurés avec préservation de la santé du personnel en premier lieu, avec les fournisseurs, et tout en assurant l'opérabilité de sa mission et garantir la continuation de l'activité de l'entreprise. Très bien. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour le deuxième axe, M. Kharrat. Yassine Sarhani. Alors, avant d'enchaîner avec vous, moi j'ai 2 chiffres à partager avec vous. Ça, c'est une étude récente sur le baromètre des risques. Supply Chain, KYU. C'est un grand cabinet en France, j'imagine que vous devez connaître. Alors, ce qui nous importe, ce n'est pas le cabinet en soi, mais beaucoup plus les résultats de l'étude. Alors, retenez bien, 65% des entreprises interrogées, effectivement, ne possèdent pas de cartographie de leur supply chain. 65% ne disposent pas de cartographie et 70%, tenez-vous bien, ne connaissent pas leurs sous-traitants de rang 2. Alors, pourquoi je vous avance ces chiffres? Parce qu'il y a quand même un cas d'école qui s'est présenté pendant le Covid-19, cette crise Covid-19. C'est qu'un constructeur automobile comme Hyundai, par exemple, a été obligé d'arrêter son site, le plus important site d'assemblage dans le monde, a été mis à l'arrêt à cause effectivement de la défaillance dans le secteur du câblage d'un sous-traitant de rang 2 ou de rang 3. C'est Yassine Sarhani. Alors, quelle est votre lecture effectivement de cette crise par rapport à la fonction achat et dans quelle mesure dans votre structure actuelle vous avez eu effectivement mis en place ou été auteur ou effectivement acteur de cette gestion de crise Covid-19? Alors, en fait, merci beaucoup, Hicham, pour cette question que je trouve très pertinente. En fait, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on a 2 schémas de fonctionnement, des sociétés qui sont, on va dire, interdépendantes, des activités où il y a une interdépendance élevée. Vous avez parlé de l'automobile, c'est le cas.
on est, on va dire, dépendant aussi d'autres fournisseurs de rang inférieur pour pouvoir justement fournir un produit pour le fournisseur de base ou le fournisseur rang 1. Et généralement, ces interdépendances font que la crise logistique, de la logistique ou la supply chain automobile devient une crise systémique. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec, on est AMCA, on est un partenaire de l'AMICA, qui est le groupement des constructeurs automobiles, et avec aussi la SMEX, qui est le groupement des exportateurs marocains. Donc, à trois, on a travaillé à trois sur les plans de reprise, justement pour le secteur automobile, parce que c'est celui qui a démarré le premier. Et il fallait vraiment prévoir des plans de reprise qui sont adéquats. Voilà. Et à ce niveau-là, le premier, on va dire, challenge qu'ont confronté les acheteurs, c'est leur capacité de traitement de données, des données qui sont relatives à quoi? Relatives à la cartographie des fournisseurs, donc locaux et internationaux, l'identification des impacts sur les volumes, l'identification immédiate. Quand je dis identification, c'est des choses que les gens qui ne sont pas équipés d'un IC achat ne va pas leur permettre de faire la cartographie des volumes qui seront impactés. L'acheteur aussi doit avoir une compréhension parfaite des circuits logistiques pour pouvoir anticiper les ruptures de charge aussi. Donc, on va dire, ça c'est aussi important. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend la chaîne logistique globale avec tout l'écosystème des fournisseurs qui nous... On évalue les risques avec un échange direct avec ces fournisseurs-là, comme c'est des chaînes logistiques très intégrées, donc il y a une certaine confiance, un certain niveau de partenariat entre les uns et les autres. On évalue le risque par rapport aux matières, on va dire, qui vont être impactées. Par exemple, on a commencé par l'Asie, par la suite, c'est l'Europe. Donc, il y a des sourcings qui sont à partir de ces pays-là. Après, on visualise un petit peu cette chaîne de valeur qu'on essaie de réingénierer, c'est-à-dire de voir s'il y a des possibilités de contournement, de riposte par rapport à des situations ou par rapport à des goulots d'étranglement. Il y a certains fournisseurs qui ont, certaines sociétés, on va dire acheteurs ou directeurs achats, qui ont rapidement trouvé un sourcing, on va dire, en urgence pour pouvoir compenser certains besoins. Il y en a d'autres qui se sont équipés des stocks stratégiques en amont de la crise, c'est-à-dire une fois qu'on a commencé à savoir que ça commençait à impacter l'Europe, donc ils ont déjà constitué leur stock stratégique pour une période de 3 à 6 mois. Donc, il y en a, en fait, tout dépend de cette relation qui existe entre l'acheteur et son fournisseur, le sous-traitant. Et donc là, bien sûr, on parle des industries où cette relation, normalement, elle doit être forte, elle doit être une relation de confiance et que les stratégies de contournement, ils ne peuvent jamais être définies unilatéralement. C'est toujours défini avec on va dire, sa brigade de fournisseurs ou on va dire, les fournisseurs qui l'entourent. Voilà. Et après, bien sûr aussi, pour les parties qui sont couvertes, qui sont green, donc zone de non-risque, zones à risque intermédiaire, ce sont des fournisseurs qui sont prêts à livrer, mais qui ont des difficultés de livraison. Et là, comme a dit Madame Sana Breti, donc il a dit produits comme n'étant pas de problème, ils bloquent leur transfert routier et même maritime, donc parfois. Et après, par la suite, il a les familles qui ne sont pas couvertes là, qui présentent en zone rouge, ils présentent un risque important. Là, c'est les solutions de sourcing, c'est les seules qui existent, et bien sûr les stocks entre-temps. Et la fonction achat est confrontée à une situation un peu assez, on va dire, comme vous l'avez dit, inédite, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc, il y a certaines sociétés qui sont déjà équipées de ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Et ce plan de continuité Yacine? Yacine, je pense que Yacine, il a un petit souci de connexion. La fonction achat, le plein pouvoir ou à pic d'urgence. Exemple, j'achète, je vais permettre d'aller au-dessus, ou là, par exemple, et même et donc même pour les niveaux. Allô?
Ça va? Oui, oui, Vous m'écoutez? on t'écoute. Oui, si. D'accord. Donc, je dis donc, même, on va dire, les niveaux de décision directeur achat par rapport aux enveloppes, par rapport aux autorisations, il prend de la vitesse rapidement parce qu'il y a un plan de continuité d'activité, ce qu'on appelle un PCA, qui est déjà établi. Et donc ça permet, on va dire, une agilité sur le processus d'achat, comme a dit Cheikh Khalat. Donc, il y a une équipe qui est partie en télétravail, donc ils n'ont pas trop l'habitude. Il y a aussi des éléments administratifs de la procédure d'achat qui ne sont pas forcément respectés, parce que là, on est sur des fichiers électroniques et pas des fichiers physiques aussi qui sont signés et castés et compagnie. S'il y a besoin de maintenir la maintenance de viviers de fournisseurs alternatifs, c'est-à-dire on part sur des fournisseurs qu'on avait refusés sur des appels d'offres antérieurs, mais qui étaient bons généralement, mais ils étaient classés deuxième. Là, on va les rappeler parce qu'ils connaissent déjà le dossier, ils connaissent déjà l'activité, ils ont une idée pour qu'ils puissent être maintenus en vivier. Dès qu'il y a besoin, ils peuvent, on va dire, attaquer ou se placer aussi. La traçabilité des stocks aussi, c'est un point très important, surtout les stocks de produits semi-finis. Les acheteurs généralement maîtrisent les stocks des produits finis. Parce qu'ils sont sur la partie vente, les matières premières parce qu'ils sont sur la partie achat, mais les produits semi-finis, ce n'est pas maîtrisé par les acheteurs. Et malheureusement, dans ce genre de crise, ils doivent avoir une idée sur ce stock semi-fini pour pouvoir justement répondre aux besoins qui s'expriment au niveau de l'entreprise. Si Yassine Sarhani. Généralement, ils le font avec les unités industrielles. Sur les unités industrielles, agences, immeubles ou tout ça. Je vous écoute. Je vous écoute. Moi, je vous écoute clairement. Je reprends là où tu t'es arrêté, si Yassine Sarhani, sur la question des stocks. D'accord. Je trouve que c'est très très intéressant parce que là on se trouve devant une véritable problématique, pour ne pas dire un vrai dilemme, la nécessité de disposer d'un stock, voire même un surstock, et tous les types d'organisation qu'on voit ici et là basés sur les flux tendus. D'accord. Oui. Alors, c'est quoi votre lecture effectivement de cette question de problématique entre la question des stocks? On a vu effectivement, même à titre domestique, alors dans le monde de l'entreprise, dans le monde des achats, j'imagine qu'on a été aussi dans la même configuration, un surstockage, une réquisition, rappelant ce qui a été décidé par Donald Trump aux États-Unis, qui a fait ressortir un National Defense Act. C'est une loi aux États-Unis qui impose aux entreprises nationales de fabriquer pour les États-Unis tout d'abord. Et ça, c'est une loi qui remonte aux années, me semble-t-il, années 50, pendant la guerre de Corée, et qui a imposé effectivement à General Motors la nécessité de produire. Et en rapport avec la fonction achat, comment a été gérée dans l'urgence, dans la crise, la question du stock? Alors, il y a plusieurs paradigmes de gestion de stock qui ont été remis en cause et gestion de pricing, du prix aussi. En fait, gestion de risque. En fait, c'est les trois qui sont touchés aujourd'hui. Gestion de stock, la gestion en flux tendu aujourd'hui, c'est quelque chose, surtout en période de crise. Et je pense même en période de post-crise, parce que période de déconfinement, parce que la reprise ne sera pas à 100% au niveau des entreprises. Donc, cette période-là, pour certaines activités, la disponibilité immédiate du stock et maintenue continue du stock compte plus que l'optimisation du stock. Il faut savoir qu'on perd généralement, en termes de création de valeur, le double quand on tombe en rupture que quand on est en surstock.
Généralement, c'est un peu on va dire voilà, c'est un peu l'estimation qui a été faite par les experts. Quand on est rupture, on perd le double de pertes que si on est, on va dire, en minimum, je me dis le double, que certaines chaînes, ça se compte en milliers de dollars pour quelques minutes. Alors, bien sûr, donc là, on parle des stocks stratégiques, on ne parle même pas de stocks tampons, c'est-à-dire des stocks qui nous permettent de résister à cette période-là, à dépasser, on va dire, cette période-là, sans impact sur l'activité. Et donc là, quelque part, le OK a été donné aussi aux acheteurs de se fournir en stock, d'assurer une disponibilité de stock et donc de ne pas compter sur le réapprovisionnement parce que celui-là, il n'est pas sûr dans ces conditions. Très bien. Pour la partie pricing aussi, le changement rapide des fournisseurs fait que parfois on n'est pas très regardant sur l'outil. Mieux encore, pour répondre à certaines problématiques et quelque part sur certaines actions, on peut répercuter une partie au niveau du prix payé par l'acheteur, c'est-à-dire le client. Et à la fois agile, très connecté, c'est-à-dire là, tous les matins, il y a peut-être de nouvelles informations qui vont faire que le risque va basculer, on va dire, d'une manière ou d'une autre, en faveur ou en défaveur de l'entreprise, souvent en défaveur de l'entreprise. Et là, la réactivité de l'acheteur, la prise de décision avec un certain niveau de risque devient aujourd'hui un comportement qui devient quelque part normal et dans la continuité de cette activité. Donc, effectivement, beaucoup de choses, de paradigmes, de fonctionnement qui étaient, on va dire, optimisés au maximum pendant le passé sont devenus aujourd'hui discutables. Et même on envisage carrément de revoir ces mécanismes-là pour pouvoir justement être agile face à cette crise de Covid-19. Je me tourne vers Madame Belriti, Yassine Sahani. Alors, Madame Belriti, je voudrais vous exprimer sur, en tout cas vous entendre vous exprimer sur la question de risque. Ah ben, il y avait une ambiance. La gestion des risques. Alors, je vais demander à nos amis et collègues qui nous suivent d'éteindre leur caméra, s'il vous plaît. Je crois qu'il n'y a pas de voix. C'est bien, vous avez coupé votre micro. Allô? Vous m'entendez? C'est bien. Voilà. Je crois que c'est bon. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, ben super. Donc, je disais, Madame Belriti, par rapport à la notion de risque, parce que dans les faits et dans la littérature, maintenant dans tout ce qui est développement achat, la question du risque revient à la charge avec une acuité exceptionnelle. D'autant plus qu'on a toujours été dans l'évaluation des risques, peut-être à caractère économique, politique, mais on a été presque en deçà de ce qu'il fallait pour justement évaluer la notion de risque sanitaire. Alors, comment cette question de risque est gérée en interne, ou comment vous l'apercevez maintenant avec le retour sur expérience, et dans quelle mesure ça va alimenter un petit peu vos bonnes pratiques par la suite, avec le recul et la hauteur nécessaire justement par rapport à cette crise Covid-19. Madame Belriti. Votre micro, s'il vous plaît, Madame Belriti. D'accord. Maintenant, vous m'entendez? Oui. Donc, je disais muettement, cette crise inédite, elle a bien montré qu'une direction des achats, elle n'a vraiment pas le droit de ne pas être préparée à gérer des situations anormales. Je m'explique. Il faut vraiment que chaque direction fasse le nécessaire pour que ces données soient fiables,
que sa cartographie de fournisseurs niveau 1, niveau 2, niveau 3, même vraiment faire le nécessaire pour sécuriser ces partenariats, sécuriser au maximum ces flux d'informations avec ses partenaires pour être dans la veille le maximum. Et bien sûr, faire en sorte que les données sont disponibles en temps T, parce qu'on n'a pas le droit, nous, en tant que direction achat, d'être pris au dépourvu. Un des intervenants, il a dit, est-ce que maintenant la direction des achats, elle peut être un levier stratégique dans une entreprise marocaine? Oui, et depuis le début. C'est juste que peut-être qu'il y a des entreprises qui n'ont pas encore pris connaissance de l'importance de la direction des achats ou d'une cellule achat ou d'un département achat. C'est vraiment la cellule qui doit prémunir à ces problématiques d'approvisionnement, comme l'a dit Sarhan, parce que nous avons beaucoup de données à travers le monde qui nous parviennent. Maintenant, il faut que ces données-là soient analysées, soient fiabilisées et soient source de prise de décision rapide. Moi, j'opterais pour chaque direction achat doit avoir normalement une cellule de veille risque fournisseur ou risque marché. C'est primordial, surtout quand moi je parle du cas actuel. Dans l'expérience que j'avais avant d'intégrer la santé, j'étais dans l'agroalimentaire en distribution B2B et nous aussi on n'avait pas le droit de tomber en rupture pour les matières premières parce qu'on avait comme clients finaux, on avait des industriels, on avait des parts de marché de 60 à 70% pour certaines matières premières. Donc, si notre fournisseur il nous laissait en rupture pour une matière première, c'est le marché marocain que nous laissions tomber. Parce que tout le panier de ces clients-là, il s'approvisionne chez nous. Donc, heureusement, pendant une dizaine d'années, nous ne sommes pas tombés dans cette situation. Moi, je peux parler des 6 années où j'ai été, parce qu'il y avait une collaboration très étroite avec les partenaires pour que, quand il y a une pénurie de matières premières, ils servent les clients qui sont les plus proches d'eux. Quand il y a une pénurie de matières premières, quand il y a du forecast qui est communiqué en temps et en heure, avec des prévisions fiables, donc les premiers qui étaient servis, c'était les bons clients, entre parenthèses. Parce qu'on a tendance à dire que le client est roi. Dans la situation actuelle, c'est mon point de vue, il n'y a plus de client, le client est roi. Il y a un vrai partenariat, il y a une vraie écoute à mettre en place avec les partenaires pour justement avoir de la veille et justement écouter. Moi, je ne peux pas parler encore de la santé, je peux parler de l'expérience précédente parce qu'au niveau de la santé, je suis en mode construction de direction, en mode de cartographie des process et des fournisseurs que nous avons, avec bien sûr comme objectif de mettre en place des partenariats qui vont prémunir à ces situations. Parce que les crises, il y en aura toujours, que ce soit financière, sanitaire, on est en perpétuel mouvement, on est en perpétuelle instabilité. Donc, le mot d'ordre, de mon point de vue, c'est mettre le nécessaire pour des partenariats, avec un système d'information fiable, une digitalisation. Dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de faire de la digitalisation. Franchement, j'aurais aimé parce que tout le monde en parle, mais on s'est plus orienté vers le développement du système d'information, développement de l'intranet pour réunir les informations au niveau des 5 établissements, développement des tableaux de bord pour justement piloter de manière centrale les données, les consommations de toutes les cliniques. Donc, moi, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, mais pour moi, c'est partenariat, c'est données, fiabilité des données et bien sûr une équipe achat derrière qui soit dans la spécialisation et qui soit dans la recherche de la solution, recherche du résultat
et in fine pour avoir une vraie agilité de la direction achat. C'est ce que je peux dire. Très, très bien, madame. Sistra Hani, revenons à cette question de digitalisation et travail collaboratif dans le contexte Covid-19. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Essaye d'activer ton micro. Oui, c'est bon. Alors, la crise, elle a déjà démontré ce besoin urgent et important de la digitalisation. Donc, les équipes achats qui sont équipées de systèmes de e-procurement, donc ils ont pu switcher aussi sur des fournisseurs très rapidement. Ça, c'est très important parce qu'ils ont une, on va dire, accessibilité géographique internationale ouverte, ce qui n'est pas un peu le cas pour ceux qui ne sont pas équipés de solutions de e-procurement. Et même au niveau des gens, on va dire, qui sont équipés par rapport aux fournisseurs locaux aussi, ils ont une accessibilité fournisseur très, très importante, immédiate, et sans tenir compte, bien sûr, des horaires de travail ou pas. Donc, à tout moment, ils peuvent atteindre leur fournisseur là où ils sont. Deuxième des choses, cette instabilité des prix aussi. En fait, beaucoup d'acheteurs, ils étaient confrontés à des situations où ils achetaient des produits à certains prix, et là, ils doivent l'acheter à des prix double ou triple, ce qui est pratiquement impensable dans une période normale. Donc, les acheteurs, les directeurs qui sont équipés de solutions d'enchères inversées peuvent revenir à la réalité des prix grâce à cette technique-là, parce que vraiment, ils poussent, on va dire, les prétendants, les fournisseurs ou les futurs, on va dire, fournisseurs, de pousser la partie négo et de fournir la réalité du prix du marché. Parce qu'on sait que quand un produit coûte 10, période Covid, à cause des problèmes logistiques, à cause de beaucoup de problèmes, il va coûter 13. Mais nous, on nous dit, par exemple, il coûtera 24. Et ce 13, on ne le connaît pas. Donc, avec des solutions d'enchères inversées équipées, là, on peut rapidement lancer des appels d'offres qui vont durer, on va lancer une journée avant. Le travail va durer 30 minutes. On a la réalité du prix après 30 minutes. C'est des choses qu'on ne peut jamais avoir dans le monde, on va dire, entre guillemets, réel, ou dans la façon classique ou traditionnelle de fonctionner. Donc, aussi, c'est par rapport, comme il a dit, c'est le Kharat, ces équipes maintenant, ils sont en confinement et ils sont affectés en télétravail ou en présentiel. Il faut qu'ils soient synchronisés en termes de réalisation des tâches parce qu'on sait qu'il y a certaines interdépendances entre les équipes et il faut qu'ils soient aussi informés en temps réel. Donc, les plateformes collaboratives internes à l'entreprise, les applicatifs et achats qui permettent de relations aussi, ont montré on va dire, leur efficacité. Par exemple, nous, là où je travaille, on a travaillé sur Teams, par exemple Microsoft Teams. On a des discussions et à chaque fois il y a, on va dire, un problème, une nouveauté, quelque chose. C'est même pas la peine de s'appeler tout le temps, de rester, on va dire, connecté tout le temps. Il suffit de lancer le message dans la discussion sur la plateforme Teams et là on est tous actualisés sans besoin de vouloir tout le temps se renseigner auprès des autres et donc essayer de les atteindre pour les renseigner. Donc voilà, donc aujourd'hui la digitalisation, on va dire, n'est plus un choix, c'est une obligation. La crise actuelle, c'est vrai qu'elle est passagère, il y aura une fin, mais peut-être aussi une reprise par la suite. On ne sait rien, on ne peut pas prédire ce qui va venir, mais on doit être prêt. Comme elle a dit Mme Belriti, on n'a plus le choix maintenant, on doit être prêt. Et justement, moi-même, en plein confinement, on a lancé des projets de digitalisation parce qu'on a compris que peut-être ça va durer dans le temps, on risque d'être, on va dire, embêté ou handicapé à cause de ça. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus un choix, c'est une nécessité urgente vu les conditions actuelles de fonctionnement. Alors, j'essaie de prendre 2 ou 3 questions au fur et à mesure parce que ça va nous permettre d'être interactifs avec l'auditoire. Alors, il y a une question sur le pricing que tu avais évoqué tout à l'heure, Yassine. Alors, une question c'est après Zoubair, pardon. Quelles mesures à prendre face aux fournisseurs stratégiques qui demandent des hausses de prix en vue de garder un seuil minimal de trésorerie leur permettant d'éviter l'arrêt d'activité? Alors, la négociation…
fournisseurs en période Covid-19 ou post-Covid-19. Et le cas échéant, les fournisseurs qui revendiquent une hausse des prix, sachant que leur survie en dépend. Et ça rejoint une remarque tout à l'heure que j'ai vu passer sur le budget achat et la performance achat. Alors, reprenons, si vous permettez, s'il vous plaît, cette trilogie. Alors, pricing, négociation fournisseur et budget achat ou performance achat. Alors, je vous laisse vous exprimer en étayant cela si vous y voyez effectivement l'intérêt par rapport à votre vécu actuel ou peut-être dans une expérience précédente. Alors, moi, je dirais, donc, d'après ce que je sais sur mon vécu aussi, les expériences précédentes, parce que à un moment, j'étais appelé à gérer la logistique du groupe Marjan Assima. Et donc, là où il y avait des grèves de transporteurs, nous, on assurait la disponibilité des produits alimentaires au niveau national. On était escorté par la gendarmerie et on livrait tout le Maroc. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, la marchandise va arriver là où on veut. Et aussi, quand il y avait des catastrophes naturelles, à Bni Mellal, à Zelal, donc des zones qui ont été enclavées à cause du froid ou à cause du Yada, on arrivait à les atteindre et à fournir les produits de base pour qu'ils puissent survivre en ces périodes-là. Donc, c'est un exercice pour lequel j'ai pris un peu l'habitude. Et je sais qu'actuellement, le fournisseur, en fait, il confond deux problèmes. Le problème de trésorerie avec le problème de hausse des prix. Donc, parfois, le fournisseur lui-même, il ne sait pas exprimer son besoin. Exemple, un fournisseur qui va vous dire, écoute, je ne m'en sors plus, je dois augmenter mes prix, mais réellement, son problème actuel, c'est on rentre, on va dire, en visioconférence, on rebex avec lui, on essaie de détailler avec lui un petit peu son problème pour le comprendre, pour comprendre aussi la portée de son problème, et aussi pour comprendre la possibilité de continuité d'activité avec lui et jusqu'à quel niveau on peut aller. C'est parfois on réduit le périmètre, on réduit la voilure, mais aussi on peut dire, ben voilà, on va faire un coup de financier pour qu'il puisse, on va dire, repartir. Donc, comment ça se passe concrètement? De un, au lieu d'augmenter les prix, on essaie d'abord de revoir les conditions financières. C'est-à-dire, parfois, sur des prestations qui sont post-payées, on va rester sur le prépayé, par exemple. Ça, on le fait. On peut c'est des choses qu'on a faites avec des fournisseurs 19. Ça aussi, on l'a fait. Donc, on a fait. Donc, après, pour la hausse des prix, c'est quelque chose qui devient acceptable, mais qui doit être quand même justifié, qu'il ne soit pas opportuniste. Voilà. Et c'est un peu l'avantage de certains directeurs achats et acheteurs qui décident toujours de travailler avec deux fournisseurs sur la même prestation pour avoir toujours un deuxième qui est prêt pour la riposte ou la relance. Cette partie-là, généralement, on essaie si on est acheteur dans le détail, on connaît un peu la décomposition des prix, on sait exactement quelle fraction de la chaîne de valeur qui a été impactée, par exemple par du transport pour, par exemple, l'eau, voilà, CDD ou la autre marque sans faire de pub, ça peut atteindre jusqu'à 20%. Sur d'autres produits, par exemple, sur les stylos, ça atteint 1%. Donc, quand le gars des stylos me dit j'ai un problème logistique, je lui dis écoute, ça ne passe pas sur ce que tu dis. Alors que le gars qui vend des produits, on va dire, à vélocité faible, c'est-à-dire des volumes importants avec des valeurs faibles, ça, ils sont impactés. Aussi, la veille, il a parlé Mme Britti de la veille, c'est très important. Parfois, il y a des incidents qui arrivent qui concernent une catégorie des fournisseurs. Juste le fait d'entendre la rumeur fait que le fournisseur, tout de suite, impose une augmentation de prix. Alors que parfois, il n'est même pas concerné par cette circulaire ou pour cette décision ou par cette restriction. Et c'est un autre type d'activité, c'est un autre type de marchandise. Alors que le gars, juste en entendant la rumeur, il est tout de suite dans l'expectative et on balance un devis ou une information de dire, écoute, nos prix ne sont plus tenables à cause de ça. Donc, nous, acheteurs, on doit être, on va dire, tout le temps informés à l'avance, c'est-à-dire ce qui se passe on va dire, dans notre environnement externe, on doit être informé en temps réel. D'ailleurs, c'est un peu le rôle de l'AMCA avec son forum des adhérents qui partagent les informations aussi à temps réel, c'est de partager l'information, de savoir ce qui se passe exactement pour pouvoir justement apporter la réponse. Aujourd'hui, la désinformation ou l'information qui n'est pas, on va dire, vérifiée
elle est déjà à l'origine de, on va dire, 60% des demandes d'augmentation. Pour faire vite, c'est juste le fournisseur, il a un problème sur un point. Parfois, la connaissance du fournisseur rang 2, comme a dit Madame Abdelriti, ou comme vous avez dit, c'est Hicham, il fait que si on connaît notre, on va dire, notre parterre ou notre portefeuille de fournisseurs rang numéro 2, on peut déjà entre eux trouver les solutions parmi eux sans déjà toucher au fournisseur rang 1. C'est-à-dire, nous, on peut trouver la solution chez le fournisseur du fournisseur. Carrément, si on a l'information de ce qui se passe à son niveau. Et justement, l'AMCA, il permet cette intégration verticale parce qu'on est les acheteurs du fournisseur, mais on a aussi l'acheteur du client. Donc, quelque part, l'information circule au sein de l'AMCA parce que cette complémentarité et cette intégration verticale entre les différentes composantes on va dire, du bloc économique national. Donc, nous, on représente pratiquement beaucoup d'entreprises et on arrive à se partager l'information de manière à ce qu'on crée tous de la valeur ajoutée. Voilà, donc c'est un peu ça. Après, bien sûr, j'ai dit d'autres solutions comme les enchères inversées. Et donc, qui permettent aussi, et l'outil AMCA aussi, il a permis, parce que les acheteurs, là, ils s'appellent tout le temps. Ils se renseignent par rapport au prix, combien tu as acheté ça, ou tu as de fournisseurs. On a consulté, ils ont tous répondu ils ont répondu en devis. On a passé des bons de commande, il n'y a personne qui n'a livré. Donc ça ne m'est jamais arrivé. 14 fournisseurs, personne n'a livré. Donc là, franchement, quand on a des collègues AMK, il y a une certaine confiance entre nous. On s'appelle, donc lui, il a été livré. Dès qu'il est livré, il me dit, écoute, moi, je suis livré, vas-y, bats-toi pour ton stock. Donc, j'ai l'information en temps réel. Moi-même, j'étais un jour dans un stock de produits, on va dire, de Covid-19. J'ai écrit, on voit la localisation tout de suite. Donc, ça, c'est aussi le rôle de la communauté de se protéger, de s'entraider aussi pour avoir l'information réelle et la disponibilité de marchandises. Maintenant, la relation fournisseur, par exemple, ça, c'est bien. Mais par exemple, si on prend des chaînes, on va dire, très intégrées comme l'automobile, l'AMCA, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce qu'eux, ils sont sur des contrats de prestataires, ils sont très intégrés. Et là, essayer de changer ces contrats, c'est très difficile. C'est beaucoup de choses. Alors, il y a la nouveauté qui n'est pas partagée, c'est la force majeure qui a été acceptée par l'État pour la période Covid-19. C'est-à-dire, l'État, il a fait une réunion, il a fait une information qui est restée quand même cachée, mais elle est vérifiée, comme quoi toutes les sociétés qui travaillent avec l'État, ils ne vont pas avoir des pénalités, ils ne vont rien avoir parce que tout simplement, l'État a reconnu le cas de force majeure pour les activités. Et d'ailleurs, pour les acheteurs aussi, pour certains acheteurs, pour certains, on va dire, vendeurs aussi, ils peuvent évoquer la force majeure dans leur contrat et pour la mettre en exécution pendant cette période de Covid. Mais une fois le déconfinement est annoncé, c'est bon, la force majeure, elle n'en porte plus, il ne sera plus d'actualité. Donc, il ne concerne que cette période-là de Covid-19. Voilà. Très bien. Je me retourne vers vous, Madame Belriti. Alors, une question qui a été posée, je crois que vous êtes tout à fait bien placé pour y répondre. Alors, les choses se sont précipitées face à cette pandémie Covid-19. La question qui a été posée par Si Yassine Haoud, que je salue au passage, le rôle de la formation dans les achats. Les acheteurs, les managers achats, les responsables achats n'ont pas été formés, en tout cas préparés à ce genre de situation, ce genre de crise, de risk management. Comment, à votre niveau, alors encore une fois par rapport à l'expérience actuelle ou passée, comment vous voyez effectivement la place de la formation dans la gestion effectivement de ce plan de retour à la normale, et en même temps la relation à 360 degrés entre la fonction achat et les autres fonctions de l'entreprise dans l'organigramme, fonction RH, médecine de travail, etc. Je crois que je reprends là un petit peu les termes d'une question qui a été posée par un autre collègue sur la plateforme. Allez-y, Madame Brick. Moi, je dirais qu'en fait, formation, oui. On a besoin d'acheteurs, on a besoin de responsables d'achat qui soient formés, qui aient une connaissance du marché, qui aient une connaissance de
de ce qui se passe dans son périmètre d'action ou bien au-delà, mais je parlerai plus des soft skills. Il faut que les acheteurs aient aussi du sens de relationnel, du sens de coordination, sens de trouver des solutions rapides, de ne pas dépendre d'une formation théorique, technique, carrée, et d'aller au-delà de ce qui est théorique, au-delà de ce qui est formation académique, MBA, master, et avec tout mon respect. Mais il y a aussi vraiment, il faut qu'ils aillent un petit peu au-delà de ce qui peut se faire. Ils doivent dépasser un petit peu leur périmètre et aller chercher pas seulement une solution, 2, 3 solutions, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la première, elle peut fonctionner, la deuxième, un peu moins. Il faut vraiment qu'ils développent leurs soft skills. Il faut qu'ils le développent. Il y a des formations pour cela. Et de mon point de vue, c'est le plus important dans une équipe H. D'accord. Alors, quel genre de… Alors, je vais peut-être me pesantir sur la question de conflit. Hein. J'interviens aussi pour des formations et des accompagnements. Alors, par rapport à cette question de conflit en période de Covid-19, en pleine crise, alors, si vous pouvez partager avec nous, avec nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent, des conflits qui ont jailli justement à cause de cette crise et peut-être par la suite, comment peut-on mettre en place des procédures? Ça, c'est, je vous fais état par rapport à une norme. Il y a une norme qui, alors j'ai retenu la ISO 22301 qui appelle effectivement à l'amélioration continue et le retour sur expérience. Alors, des conflits que vous avez en tête à l'instant par rapport à la gestion de crise au niveau de la fonction achat et de son écosystème, on va dire, organisationnel. Le conflit principal auquel je peux vous parler, c'est que, et là on parle en tant qu'acheteur, à votre avis, quand on centralise les achats, qu'est-ce qui se passe au niveau de toute l'entreprise? C'est le grand bazar. Donc, vous répondez à la question. En plein Covid, il a été décidé de centraliser tous les achats du groupe, des 5 cliniques. Et au niveau de ma direction, j'étais encore à 3 personnes pour toute la clinique, pour tous les 5 cliniques. Donc, juste pour vous dire, si je peux parler d'une crise, c'est la plus importante, celle de la centralisation et de la résistance, de la non-collaboration pour les raisons que tout le monde peut deviner. Il y a du pouvoir qui s'enlève, il y a beaucoup de choses qui donc vraiment, c'était la crise principale. Moi, je le disais en cette période, je dis le Covid, il est très bien. C'est ce que je vis qui n'est pas bien. Si Yacine, est-ce que tu peux éventuellement abonder dans ce sens-là par rapport à la question de la crise en termes de gestion des conflits, mais aussi en termes de gestion de stress? Un peu partout, on parle maintenant de cellules de suivi psychologique des collaborateurs. Est-ce que ça rentre dans ce qu'on peut appeler effectivement le plan de reprise d'activité ou le plan de continuité d'activité à caractère psychologique? Alors, peut-être c'est quelque chose qui me taraude depuis tout à l'heure pour en parler. Ton point de vue là-dessus, Sisr Hani? Alors, je fais le lien déjà avec la question précédente, donc aussi parce que c'est lié. Donc là, on parle de l'interpersonnel, de la gestion du stress, la gestion de… Dans la période Covid-19, c'est que l'acheteur, quand on fait un plan de reprise, la première des choses qu'on se pose comme question, on veut quel domaine d'activité ou quel produit ou quelle gamme de produits on va maintenir, qu'est-ce qu'on va stopper. Et justement, pour répondre à cette question, il y a l'acheteur aussi qui va dire sur cette activité-là, mes fournisseurs suivent, sur cette activité-là, mes fournisseurs ne suivent pas.
Le problème, c'est que le lendemain, ça change. Donc, l'acheteur, il est tout le temps sollicité, il fournit des réponses et les décisions sont prises sur la base de ces réponses. Et quand il y a des décalages qui se font avec l'évolution des choses, parce que sur certaines journées, chaque jour, il y avait une nouvelle circulaire qui sort pour s'attaquer à un point des points qu'on traite, là, l'acheteur, il est relancé, donc ça crée une tension parce que hier, vous avez dit que vous pouvez nous livrer, aujourd'hui, ce n'est pas livré, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, comment on va dire gérer tout ça? Comme vous avez dit, il doit y avoir un comité de crise, l'information ne doit pas être dispatchée et il doit y avoir un maximum de communication. C'est là où je parlais de la digitalisation parce que tout le monde est informé en même temps. Et donc, on fait front commun, on va dire, contre cette crise et non pas on est en train de, entre guillemets, de se chamailler sur des petits détails que personne ne maîtrise et que chacun fait de son mieux pour maîtriser. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Alors, après, on a oublié une chose, qu'au bout des 20 dernières années, on a pratiquement externalisé beaucoup de choses. Et on oublie ce personnel-là, des prestataires, les intérimaires, on va dire tout ce qu'on a externalisé, qui sont là, dans nos locaux, qui travaillent, et qui sont gérés pas par des DRH, ils sont gérés par l'acheteur. Parce que c'est lui qui gère le contrat avec le fournisseur. Ben, si ces gens-là doivent être protégés, doivent être protégés. S'ils doivent être, s'il y a des choses qui sont liées au règlement, ils doivent être faites. Donc, beaucoup de choses qui font que ce personnel-là, qui est là, dans nos locaux, qui travaille pour l'entreprise, il doit être considéré de la même façon que le personnel. Mais malheureusement, le RH ne connaît pas ce personnel-là. C'est le directeur achat et ses acheteurs métiers, les acheteurs famille qui connaissent ces fournisseurs-là. Donc, aussi, on devient partenaire de la DRH pour la gestion des ressources de l'entreprise. Lui, il gère les ressources internes et nous, on gère les ressources externes. Et Dieu sait que les ressources externes aujourd'hui, par rapport aux tailles de l'entreprise et les activités, elles sont devenues très importantes. Là, l'acheteur, il est replacé au milieu. On est dépendant de lui par rapport à l'information. On reconnaît un petit peu sa réactivité et son intelligence de situation. C'est quelqu'un qui apporte des solutions à l'entreprise. C'est quelqu'un qui se dépasse et aujourd'hui, il est devenu très visible à cause de tout ça. Donc là, je dirais qu'il est replacé là où il doit être et donc il est trop sollicité même, parfois il est trop sollicité pour répondre à toutes les problématiques un peu qu'on traite difficilement en cette période-là. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Maintenant, par rapport aux collaborateurs, effectivement, il y avait certaines consignes qui n'étaient pas partagées, mais bon, qui ont été partagées dans certaines réunions. Là, les collaborateurs qui habitent tout seuls, donc il est conseillé de les appeler tous les jours, d'accord? Et pas de les appeler juste pour parler du travail, mais pour parler d'eux, d'accord? Parce que c'est des êtres humains. Donc, c'est des gens qui risquent d'avoir, on va dire, à cause de cet éloignement, le fait d'être, on va dire, enclavé ou loin des autres. Donc, ça risque d'avoir des impacts sur les personnes. Là, quand on devient le manager ami aussi par rapport à ces personnes-là, il y a certaines personnes qui gèrent aussi des situations difficiles, ces personnes qui ont des problèmes de santé aussi, on le sait. Donc ça, c'est le management de proximité qui est appelé à la barre, on va dire. Les managers doivent être un manager de proximité par rapport à ceux qui travaillent tout seuls. Ils sont de bonnes conditions, on est content pour eux, mais on a d'autres qui ce n'est pas le cas. Et nous, on doit faire ce management de proximité par rapport à eux pour qu'ils soient, on va dire, pour qu'ils fonctionnent entre guillemets normalement. Et si on voit qu'il y a des problèmes de rendement ou quoi que ce soit, on ne pose pas la question de pourquoi, mais surtout le comment. C'est-à-dire on sait de faire partie, d'être partenaire de mon collaborateur et on est à deux face au problème et on n'est pas là pour m'expliquer pourquoi ça a été mal fait ou pas fait, mais on est à deux, on va dire, dans le front. Donc ça, c'est une méthode de management. Et justement, je dirais même par rapport à nos supérieurs, donc il y a des questions qui sont posées. En fait, le management était habitué à des méthodes de commande et contrôle. Donc, il a été fait. Mais malheureusement, quand on est à distance, quand on est chez soi, quand on est en télétravail, on doit avoir un autre type de management qui doit s'adapter à ces situations. On est plus dans de motiver le collaborateur, le challenger, on va dire, c'est une maintenance, on va dire, c'est une gestion au quotidien du collaborateur, de façon à ce que, comme une équipe de foot, on n'est pas là pour commander un contrôle. Ça, c'est un peu dépassé pendant cette période de confinement.
Voilà. Si vous permettez, je tiens, Monsieur Elbiad, est-ce que je peux donner un commentaire au sujet de gestion des crises? Bien sûr, absolument. De notre côté, Banque Centrale Populaire, le risque, il est occasionné soit du côté fournisseur ou du côté client. Du côté client, lorsqu'une facture n'est pas réglée à temps. Là, moi, en tant que directeur achat, j'ai instauré une organisation à ce qu'une fois le courrier atterri chez nous, il est enregistré à la date et l'heure. Une fois que le courrier, c'est-à-dire courrier, facture et autre chose, une fois qu'il dépasse un délai, il est répertorié quelque part. Donc, j'interviens pour activer le règlement de la facture. Donc, ce risque, il est maîtrisé. Côté fournisseur, lorsqu'un fournisseur n'a pas fait son travail ou l'a mal fait, là, notre côté, nous avons adjugé un marché à 2 fournisseurs pour assurer le plan de continuité d'activité à 50-50, les 2 fournisseurs avec les mêmes prix. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Par exemple, je m'explique, une prestation X. Prestation X, l'adjudication, il y a 2 adjudicataires, le fournisseur F1 et le fournisseur F2 avec 50-50, avec les mêmes prix. Lorsqu'un fournisseur il est défaillant, nous switchons directement vers le deuxième fournisseur qui pour nous, c'est le backup. Avec cette méthode, nous assurons la continuité de l'activité de la banque et le risque, il est maîtrisé des 2 côtés. Je vous remercie. Donc, histoire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Oui. Je reprends l'idée tout à l'heure de notre ami ici, Yassine Haoud, par rapport à la nécessité d'un re-engineering, effectivement, de la fonction achat. Et je vous pose la question, c'est Khrat, vous, de par votre expérience, une trentaine d'années, c'est toute une vie. Alors, comment, on l'a dit au tout début de cette rencontre, c'est du jamais vu. J'imagine en 30 années d'expérience, vous n'avez jamais été témoin d'une situation pareille, une situation aussi chaotique, aucune visibilité, un chaos presque absolu, tout est à l'arrêt, des entreprises, une économie qui est sous perfusion, une psychose collective anxiogène. Alors, quelle est votre lecture de ceci par rapport à la fonction achat? Je redis encore une fois, pour ceux qui ne nous ont pas suivis dès le début, vous avez pratiquement la moitié de votre vie professionnelle qui est dans les achats, qui a été dans les achats. Alors, quels enseignements vous en tirez? Parce que là, je vais partir avec nos chers intervenants dans les retours sur expérience maintenant, parce que nous commençons à nous approcher de la fin de cette rencontre. Alors, quel retour sur expérience vous faites, Monsieur Khrat? Oui, comme a dit Madame Belreiti, je remercie Covid-19 parce qu'il nous a permis de montrer au monde que les directeurs achats sont capables de donner des résultats à des situations de crise, tout en préservant la santé du personnel et les fournisseurs. L'urgence et le besoin des mesures fortes démontrent qu'en période de crise, que les directeurs d'achat ont montré qu'ils sont à la hauteur des enjeux par la proposition de solutions qui ont permis la Banque Centrale Populaire à ce que l'activité il est toujours opérationnelle. Nous n'avons pas de cas de Covid. Les fournisseurs sont contents, sont payés à temps. Tout le monde est content. Nous sommes contents. Les résultats de la banque avancent avec brio. Et tout passe comme on souhaite. Très bien. Alors, allez-y, Monsieur Khrat. Oui. En ce qui concerne les enseignements retenus de la crise également, la fonction achat va dans le sens de la transformation digitale entamée depuis plusieurs années.
De notre côté, Banque Centrale Populaire, nous avons procédé bien avant la crise à la dématérialisation des factures depuis le début du processus de bout en bout, c'est-à-dire il est automatique. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une équipe qui est qualifiée à travailler sur place et notre équipe travaille à distance, c'est-à-dire dans leur maison, tout en assurant la connexion via VPN aussi au système d'information. Ils travaillent avec l'applicatif. Ils règlent les factures, ils traitent les factures, saisissent les bandes de commandes. Tout se passe à distance. Comme a dit tout à l'heure Sahani, il y a une équipe qui assure le traitement en local, c'est-à-dire sur place dans le lieu de travail. Eux, ils se chargent d'imprimer le travail qui a été réalisé à distance et nous, les responsables, nous les signons, le cachetons et nous envoyons aux fournisseurs. Mais les conséquences de l'épidémie également rappellent que les moyens virtuels ne prennent leur sens que s'ils sont engagés dans le cadre d'une relation forte avec les partenaires stratégiques. D'accord. Alors, pour résumer, une question de Mounia Khourash. Est-ce que c'est une opportunité ou une menace, cette pandémie Covid-19 pour la fonction achat? Moi, je dirais une opportunité. Ah, oui. Allez-y, Madame Belriti. Moi, je dirais une opportunité parce que déjà, dans la rubrique de coûts, chaque entreprise, elle a vu un petit peu où est-ce qu'elle peut optimiser, quelles sont les charges qu'elle peut baisser, qui ne sont pas indispensables pour son activité, déjà premièrement. Et aussi, elle a mis en exergue qu'il faut, comme l'a dit Sihrat, qu'il faut vraiment renforcer les partenariats, avoir les meilleurs contrats, les meilleurs canaux de communication en interne, en externe, faire une cartographie de tout ce qui est en contact avec les achats pour un rendu, pour un résultat optimal. Et ça a rendu, il y a aussi autre chose qui ressort, c'est vraiment, et comme l'a dit Yacine, c'est l'agilité des acheteurs qui a montré que même avec le Covid, les entreprises, elles ont continué à fonctionner. Il y a eu une certaine, les gens ils ont pu travailler avec les moyens du bord, avec les différentes ruptures, avec les différentes ruptures de contrat, que l'exercice, que les activités ont pu continuer durant cette crise-là. Je parle bien sûr des entreprises qui n'ont pas décidé pour des questions stratégiques d'attendre que le Covid passe pour rouvrir leurs portes. Donc voilà, c'est agilité. Agilité, résilience, bien entendu. Oui. Je vais être un peu, on va dire, une expression un peu bizarre à la française, iconoclaste. Hein. Si jamais il y a plan social, downsizing, réduction d'effectifs dans une entreprise, est-ce que vous pensez, Madame Belriti, que la fonction achat pourrait être victime d'un downsizing à cause du Covid-19? Pour certaines entreprises, oui. Si on va dans la dématérialisation, dans la digitalisation jusqu'au bout, mais pas de manière radicale. Pas de manière. Dans mon cas, je suis dans l'autre situation. Je suis en over-recruitment. Je suis en train de renforcer mon équipe, tout le contraire. Mais je parle des autres entreprises qui ont pu avancer dans la partie digitalisation, qui ont pu avancer dans la partie dématérialisation. Peut-être qu'elles vont commettre l'erreur, entre guillemets, de dire que maintenant, j'ai des machines à information qui vont analyser, qui vont faire sortir des tableaux de bord et qui vont me donner
des prises de décision, etc. Moi, je dirais que c'est une mauvaise solution de réduire les effectifs parce qu'il y a toujours le facteur humain d'analyse, de regroupement des données et de proposition de solutions qui doit se maintenir. Il faut aller vers la valeur ajoutée parce que ces machines-là, normalement, elles doivent nous aider dans l'opérationnel, dans le quotidien, dans ce que, au jour d'aujourd'hui, certains acheteurs, ils sont noyés dans la partie administrative. Donc, il ne faut pas que certaines entreprises comprennent que super, digitalisation, dématérialisation, système d'information, les machines vont penser à la place des acheteurs. Il suffit d'un seul acheteur et basta. Les contrats peuvent être faits. Donc, c'est l'occasion de remonter, de surélever la valeur ajoutée des acheteurs. Oui. Et de la direction achat de manière générale. Absolument. Alors ça, c'est des choses qu'on avait dites, Sarhani, lors du symposium des achats 2019. La fonction achat est appelée effectivement à gagner en expertise, à gagner en maturité. Et le Covid-19 est venu effectivement peut-être accélérer un petit peu le processus. Accélérer tout simplement. Absolument. Alors, c'est Sarhani, intelligence artificielle et fonction achat post-Covid-19. Ça vous dit quoi? C'est Sarhani. Aujourd'hui, oui. Vous m'écoutez là? Vous m'écoutez? Ah oui, 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 absolument. C'est Hani. C'est Yacine. Voilà. L'intelligence artificielle. Alors, le temps de récupérer ici. Ces applications on achète déjà, avant de voir donc, comment on peut faire après. Oui. La connexion du côté de notre ami Yassine Sarhani. Oui, je vous écoute. Oui, oui, c'est nous qui t'écoutons. Vas-y. Alors, Madame Bolredi, vous voulez réagir par rapport à cela, cette question d'intelligence artificielle? Je rappelle juste un petit peu les faits. Alors, nous, en tant qu'observateurs, on a vu le boom son précédent qu'a connu une plateforme comme Alibaba ou comme Amazon. La ruée des gens qui sont restés confinés chez eux pour le téléachat. Ça soulève quand même une problématique, et je crois que ça a été dit par un de nos téléspectateurs et auditeurs, par rapport à la question juridique et aussi par rapport à la sécurité informatique. Vous étiez, c'est quelque chose qui vous colle à la peau, vous avez été dans l'informatique, dans les télécoms. Alors, comment peut-on percevoir justement cette problématique de la sécurité informatique qui est sujette à caution? On a vu effectivement, même la plateforme sur laquelle nous sommes aujourd'hui, Zoom, a été effectivement victime de hackers. Alors, comment des entreprises, la vôtre ou d'autres, imaginent, perçoivent, conçoivent la migration justement vers la digitalisation, vers le commerce électronique, avec effectivement les impératifs de sécurité informatique? Je pense que je peux répondre à ça. Le micro. Oui, oui, c'est bon. Oui, nous avons un projet de digitalisation au niveau d'Acdital. Digitalisation totale, que ce soit bien sûr des dossiers médicaux qui sont déjà réalisés, sécurisés, de tout ce qui est relation avec les clients internes, pour la partie facturation,
mais c'est un projet qui est en cours de développement pour 2021, pour arriver à son aboutissement en 2021, Inch'Allah. Et nous avons notre direction système d'information, elle met l'accent sur la sécurité, sur tout ce qui est VPN, sécuriser les VPN, parce que nous avons aussi fait face à des attaques. Chaque jour, ils me remontent, la direction SI me remonte qu'il y a eu des blocs d'attaques, des gens, des hackers qui essayent par tous les moyens de s'infiltrer dans les bases de données, de s'infiltrer dans les différents réseaux. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de notre groupe, nous n'installons rien sans qu'il y ait un vrai contrôle de sécurité. C'est primordial. Cette plateforme Zoom, je l'ai installée parce qu'elle est justement sécurisée. Sinon, j'ai un Fire, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui allait me bloquer. Je l'ai confirmé que Firewall. Firewall. Voilà. C'est la barrière de feu. Barrière de feu. Donc, côté protection, nous ne laissons pas entrer n'importe quel système, n'importe quel… je crois même physiquement, les entreprises maintenant ne font rentrer dans leurs locaux n'importe qui. Ouais, alors physiquement, une question qui a été soulevée par… et je redonne la parole juste après à Yassine Sarhani pour rebondir sur tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Une question très, très intéressante. Fonction achat entre le marteau de la solvabilité des clients et l'enclume du règlement des fournisseurs. Notre ami Ahmed Haddad nous parle des impayés pour les très petites entreprises qui, à défaut d'une trésorerie tout à fait viable, risquent de déposer bilan. Alors, comment la fonction achat arrive à gérer justement l'impératif de performance achat par rapport à un tableau de bord, par rapport à des indicateurs de performance et la viabilité effectivement des fournisseurs qui, pour certains, selon les secteurs d'activité, sont des petites entreprises, sont des PME, et même dans certains cas, on a affaire à des j'allais dire des fournisseurs qui travaillent dans le secteur informel. Alors, Yassine Sarhani. Je reviens juste le risque informatique et je rebondis sur cette question de Sahted, que je remercie de sa présence. En fait, pour les risques informatiques, déjà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un audit informatique. On a lancé un audit informatique, on va dire, de sécurité informatique sur tous nos API, donc sur tous nos systèmes d'information. Et côté VPN, aussi, il y a beaucoup de sécurité qui a été rajoutée pour ne pas permettre une permissivité d'accès les systèmes Diaona. Ce qu'on a fait aussi, c'est la redondance de nos serveurs. Donc aujourd'hui, on a un serveur principal, un serveur secondaire dans les normes de la profession. Et donc aussi, c'est une redondance à chaud, c'est-à-dire même s'il y a un serveur qui est attaqué, il y a l'autre qui démarre tout de suite, qui reprend. Et donc aussi les sauvegardes, la vitesse de sauvegarde. Donc c'est beaucoup de choses qu'on a faites. Et bien sûr, dans les tests de sécurité informatique, donc c'est des tests qui se font en 3 méthodes. Un test blanc, un test gris, un test boîte noire. Boîte noire, c'est-à-dire un hacker qui ne connaît pas l'institution. Donc, c'est des vrais hackers qui essaient de hacker le système, pour être clair. Le test gris, il a certaines informations. Et le test blanc, il a toute l'information. Donc, nous, on teste les 3 niveaux. Et donc, en fonction de ça, il y a un rapport qui a été émis donc, de notre herméticité de nos systèmes d'information. Et donc, il y a un plan d'action aussi qui a été mis en place. En plus de la redondance des serveurs et de la fréquence des sauvegardes qui ont été revues. Donc, je pense que la maison est bien gardée. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, c'est un besoin. Par contre, là, on a adressé les assurances justement pour la partie cybersécurité. Et il faut savoir maintenant dans le classement mondial des risques. Donc, la cybersécurité en Afrique, c'est le premier risque qui se présente. Donc là, déjà, on est entré avec les assurances pour faire un premier travail. On va dire de prise de connaissance du périmètre et du chiffrage du besoin
pour qu'on puisse savoir combien ça va nous coûter, cette assurance cybersécurité qui est différente de l'assurance protection du contenu informatique. Donc, c'est un autre type d'assurance. Donc là, on est en train de compléter aussi notre dispositif d'assurance. Donc, je reviens le dossier donc, des Sehdad. Sehdad, c'est un professionnel, mais aussi c'est quelqu'un qui est dans le nerf de la guerre, donc qui sent vraiment l'impact de la crise, que ce soit du côté client-fournisseur. Et là, je dirais, c'est la relation de confiance qui a été bâtie de toutes les années avec son parcours, son réseau de fournisseurs et de clients. C'est cette relation de fonction qui a fait que des entreprises aujourd'hui sont gagnantes et d'autres qui ne sont pas gagnantes. Parce que tout simplement, le relationnel qui a été développé, de la confiance mutuelle qui a été développée, fait que certains fournisseurs permettent de libérer ou là, de fournir la marchandise avec des délais plus importants de paiement. Et aussi certains clients qui sont, on va dire, ils ont des trésoreries confortables, peuvent aussi revoir, donc c'est les clients, c'est les acheteurs, c'est nous, qui peuvent revoir aussi leurs conditions de paiement par rapport à ce passage de crise. Il faut dire aussi qu'il y a une certaine aide de l'État, donc la Commission de veille économique a travaillé dessus, pour financer les entreprises, le crédit oxygène et d'autres formules, dont 50% doivent partir dans le règlement des fournisseurs aussi. Donc ça, c'est aussi pour relancer rapidement la machine économique. Mais malheureusement, là, je suis avec vous et j'ai reçu une information en live. Apparemment, ça va être reporté jusqu'à 8 août. Attention, on parle du 8 août. Donc là, le déconfinement. Donc l'information m'est parvenue à l'instant. Et donc là, c'est reparti, encore une fois, pour le 8-8. Voilà. Si vous permettez, le déconfinement a été reporté au 8 août, c'est Yacine. Oui, c'est ça. Donc l'information vient d'arriver. Ça se connecte. À Rostos, pour moi, c'est août. À Rostos. Si vous permettez, je peux dire un petit mot. Oui. Le retard de paiement, c'est une réalité. Et comme a dit M. Hicham, les PME sont en nombre important en contribution à l'emploi, en économie et en PIB. Le retard de paiement crée leur empêche de se développer. Par conséquent, l'État est impacté négativement également. Donc, le retard de paiement, il y a deux impacts, impact direct et impact indirect. L'impact direct, c'est normalement lorsqu'une PME n'est pas payée à temps, alors elle ne peut pas payer son fournisseur également qui est PME. Là, il y a une dégradation en cascade, peut même mener à une faillite. Également, l'impact direct, lorsque maintenant une PME n'est pas payée, alors il impacte son paiement, sa trésorerie, il est impacté négativement. Il peut rejoindre. Oui, monsieur. Serhat, si vous permettez, avant que quelqu'un ne fasse une crise cardiaque en plein live, je dis que c'est l'état d'urgence qui a été reporté au 8 août. Ce n'est pas le déconfinement. C'est pas un déconfinement, c'est bien. Oui. Je suis disposé à rester là jusqu'au 8 août. Ah oui, j'ai mal, là, j'ai le bouffée de chaleur qui est monté. Confinement, voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci, monsieur Hicham. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Oui. Donc, je disais, le retard de paiement, il impacte la trésorerie des PME et d'autres PME qui sont liées par contrat avec eux. Donc, il y a c'est-à-dire défaillance en cascade. Lorsqu'une trésorerie il est faible, il est impacté négativement par le délai de paiement, alors le climat morose s'installe au sein de l'entreprise. Même les dirigeants sont mal à l'aise, même provoqués, comme a dit Hicham tout à l'heure, c'est licenciement de personnel parce que réduction de l'effectif. Il y a des impacts indirects. Impact indirect, c'est l'État. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure, puisque les PME contribuent, sont en nombre important ici partout. Et lorsque sont impactés par le délai de paiement, donc l'État, il est impacté indirectement. Et je vous remercie. Très bien. Alors, une question qui a été posée tout à l'heure, et
je crois que ça serait intéressant peut-être de l'aborder, c'est les achats locaux. Alors, dans le monde pharmaceutique, je n'ai pas besoin de vous rappeler un peu quelques chiffres. 80% des principes actifs dans le monde sont fabriqués aux États-Unis et en Chine, et 90% de la pénicilline qui existe dans le monde est fabriquée en Chine. Ça veut dire que la question de la souveraineté, alors ça c'est une question qui remonte à la surface ces derniers temps, mais aussi dans le contexte marocain, ça serait intéressant aussi de... il y a beaucoup de gens qui maintenant surfent sur la vague consommer marocain, faire du tourisme au Maroc, etc. Comment vous percevez cette idée par rapport à la fonction achat? Est-ce qu'il y a une dimension entre guillemets patriotique dans l'acte d'achat qu'on peut éventuellement privilégier, ou c'est toujours la rigueur achat qui prime? Il faut sélectionner les meilleurs en termes de délai, en termes de qualité, en termes de prix, etc. Madame Belriti, je vous vois tiquer. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, dans notre secteur, nous ne pouvons pas acheter localement, dans le sens où nous achetons localement, mais des produits importés. Parce qu'il y a la réglementation, il y a la DMP, la Direction de médecine et pharmacie. Tous les produits pharmaceutiques ou dispositifs médicaux doivent ou bien avoir un AMM pour le cas des médicaments, ou bien avoir des enregistrements au niveau de la DMP. Donc, en tant que groupement de cliniques, pour le moment, nous ne pouvons pas importer tout ce dont on a besoin. On est en train de parler de milliers de références. Donc, milliers de références, il faut les enregistrer, etc. Donc, l'approvisionnement au niveau de notre groupe, c'est un approvisionnement local qui dépend de l'importation. Et vous avez bien parlé des principaux principes actifs qui sont fabriqués, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Je peux vous dire qu'il y a aussi la fentanyl, que les antibiotiques, beaucoup de principes actifs qui sont nécessaires, primordiaux, qui malheureusement ne sont pas encore fabriqués au Maroc, et nous devons les importer, ainsi que presque tous les dispositifs médicaux. À part la partie protection, c'est la partie habillage, drapage, une famille d'achat qui est où nous avons encore des fabricants. Les masques chirurgicaux, nous avons un fabricant au Maroc. Je crois que tout le monde, nous avons deux usines en fait. Mais à part ça, tout doit être importé et nous devons travailler avec des distributeurs. D'où la chaîne logistique, la chaîne approvisionnement, elle rentre en jeu pour sécuriser ces produits. C'est primordial d'avoir une logistique centrale pour gérer les stocks, pour gérer toujours la veille, quand on sait que nous, au Maroc, la crise nous arrive toujours 5 mois après. Donc, c'est pour ça que la direction des achats doit avoir vraiment une cellule de veille. Si elle sait que la fentanyl, il y a 5 mois, elle commence à être en rupture en France, c'est le moment de s'approvisionner. Et là, je rejoins Yacine, on n'est plus dans le costing. Il y a une analyse croisée du marché local, marché extérieur, et ce que disent les professionnels. Et c'est là où la direction achat et logistique rentre en jeu pour sécuriser ce genre de produits vitaux. Pour la pénicilline, pour tous les produits à caractère critique et qui font partie de la famille A. Donc, j'aimerais bien consommer localement, mais malheureusement, on doit gérer plus notre chaîne logistique. Ce n'est pas toujours possible. Sister Hani, alors, en écoutant Madame Belriti à l'instant, il y a deux questions alors, qui sont venues à l'esprit. La première, c'est la question du make or buy decision. Faire ou faire faire dans le contexte Covid et dans le post-Covid. Ça, c'est la première question. Je vous laisse réagir
le temps de bien la faire cogiter, la seconde dans mon esprit, le temps que vous répondiez à la première. Allez-y. En fait, effectivement, on a vu, par exemple, pendant la période Covid, plusieurs entreprises ont transformé leur activité pour répondre aux besoins qui étaient une nécessité nationale. Donc, il y a des gens de l'aéronautique qui ont commencé à faire des respirateurs. On a vu beaucoup d'opérateurs qui ont revu leur activité. Et justement, on s'est posé cette question énigmatique. Pourquoi ils n'ont pas pensé de revoir aussi les autres possibilités de business qu'ils peuvent avoir? Là, on était poussé un petit peu par, on va dire, ce qui se passe en termes d'événements, mais réellement, nos entreprises, ils ont montré qu'ils ont la capacité de transformer une activité, de s'adapter à une situation, même à créer. Justement, les acheteurs étaient, on va dire, un acteur central dans cette création-là. Ils étaient appelés à se renseigner rapidement, de se renseigner sur le marché fournisseur, de se renseigner aussi par rapport à ce que font les concurrents pour justement rapidement faire sortir des produits voilà, qui sont adaptés au marché et qui sont fonctionnels. Deuxième point, c'est des grands groupes aussi comme l'OCP, des autres qui ont fait de l'outplacement, c'est-à-dire des personnes qui travaillent chez eux, qui ne travaillent plus chez eux, qui sont sortis à l'extérieur et commencent à faire des unités, petites unités industrielles pour réalisation de certaines choses qui étaient faisaient aussi dans d'autres pays. Donc ça, c'est les grands groupes qui peuvent le faire, par exemple dans l'automobile, l'OCP. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables aujourd'hui. Et je pense que le Covid aussi peut être une opportunité aussi pour les entreprises agiles ou dont les patrons sont agiles pour transformer rapidement l'activité et on va dire, subvenir aux besoins du marché. Aujourd'hui, il faut le dire, achat local ou achat international, déjà les chaînes logistiques à l'international sont en rupture. C'est-à-dire aujourd'hui, plusieurs sourcing qu'on a, donc à partir de Chine ou à partir d'Europe, ils sont stoppés, carrément stoppés. Certaines chaînes ne sont pas stoppées, elles sont fonctionnelles, mais les prix de transport, ils ont de plus que doublé parce qu'ils font des retours à vide pour pouvoir justement livrer. Voilà. Donc là, c'est l'opportunité aussi pour les fabricants locaux, pour on va dire les entreprises nationales aussi, de se présenter sur ces marchés-là, et pourquoi pas avoir des marchés, parce que quand même, le délai d'acheminement ou le lead time, c'est-à-dire à partir de la commande jusqu'à l'acheminement, il va être maîtrisé, il est de courte durée, et ça permet une réactivité de l'entreprise, à notre entreprise, une bonne réactivité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour qu'on ne développe pas le produit local, mais encore faut-il que le produit local soit conforme à certaines réglementations et normes. Justement, parfois, sur certains produits, on a été un petit peu déçus quand même, il faut le dire, parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas pris le temps de maîtriser le produit, ils l'ont mis sur le marché directement, et malheureusement, on s'est trouvé avec quelques pas bonnes surprises. Mais on a partagé avec les fournisseurs qui ont promis qu'ils vont faire un effort la prochaine fois pour faire quelque chose de meilleur qualitatif. Donc là, il y a aussi un effort de leur part d'alignement sur les standards. Les standards qualitatifs qui ne sont pas forcément équivalents à des augmentations de prix, mais des standards qualitatifs en termes de fabrication et aussi en termes de commercialisation. Donc là aussi, c'est un point important au niveau des sociétés nationales pour qu'ils puissent aussi prétendre à des positions importantes. Nous sommes un pays importateur et pourquoi pas, si nos fournisseurs sont locaux aussi, c'est très important pour nous. Il faut dire aussi que certains pays disposent d'un ministère d'approvisionnement qu'on n'a pas ici au Maroc, donc par exemple l'Égypte, la Jordanie, et eux, ils ont fait cette couverture nationale, c'est-à-dire ce rôle des pouvoirs publics pour sécuriser les stocks nationaux sur certaines filières et sur certains produits. Le Maroc l'a fait sur les masques et tout ça, il a évité l'export, donc il a fait beaucoup de choses, mais pour certains produits qui ne sont pas considérés par l'État comme étant importants, ils ont tout simplement été oubliés, alors que dans les pays, par exemple la Jordanie, où nous sommes des pays, on a un niveau équivalent sinon supérieur, ils ont pu, avec le ministère donc, de l'approvisionnement, sécuriser la disponibilité des stocks stratégiques pour les industries et pour les métiers. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas au Maroc. On est pratiquement sur un pays totalement libéral. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire par rapport à ça, de prévoir ces filières-là ou prévoir des stocks stratégiques qui sont garantis par l'État. C'est l'État qui va les engager et qui va s'assurer qu'ils sont là à la disponibilité des opérateurs locaux pour que la machine
industrielle, la machine, on va dire, de création de valeur ne soit pas stoppée. Voilà. Absolument. Si Yacine, je me tourne vers Jamal Al-Kharat. Oui. Une question qui a été posée par notre cher Souad Snaibi qui dit pour les entreprises qui utilisent un système d'information achat, comment est opéré le télétravail dans la fonction achat? Comment peut être opéré le télétravail dans la fonction achat dans une entreprise qui utilise un système d'information achat? Je reprends un petit peu les termes de notre collègue. Oui. Au premier jour de confinement, nous avons équipé une grande partie de personnel, un bon nombre de personnel du matériel informatique et télécom et des accès VPN sécurisés. Sécuriser l'accès du système d'information, c'est-à-dire ils utilisent l'applicatif de leur maison. Ils accèdent avec un utilisateur, mot de passe, et travaillent comme s'ils sont au bureau. Ils saisissent les factures, ils engagent les factures, ils ordonnent, ils valident, la facture il est dans le système. Il y a une autre équipe chez nous sur place, c'est-à-dire dans le lieu de travail. Ils reçoivent un message comme quoi la facture a été ordonnancée, il l'imprime, il la présente le directeur, il la valide avec son chef de département. Il est envoyé la comptabilité physique, le système. Le lendemain, les factures saisies sont envoyées automatiquement au central. Nous avons deux plateforme locale au niveau de la direction achat et plateforme centrale. Donc le soir, les factures saisies sont envoyées via une interface de la plateforme locale à la plateforme centrale. Si tout est OK, c'est-à-dire les informations concernant le fournisseur, à savoir les identifiants légaux, l'identifiant fiscal, le RC, le registre de commerce, la patente, tout est OK. Le montant, le montant de la facture, il est égal au montant du bon de commande. Le système central, il accepte la facture, il la valide. Un message est envoyé le matin du central au local, comme quoi la facture a été réglée au central. Donc, à l'équipe achat d'envoyer le package de factures physiques à la comptabilité qui sont au central, il la valide physiquement et le prestataire, il est réglé dans un délai de 3 jours maximum, 4 jours. Est-ce que j'ai été... Oui. Non, absolument. C'est un très bel exemple, effectivement, que vous nous avancez là par rapport à la Banque Centrale Populaire. Et en même temps, moi, je me dis encore une fois, et ça, c'est une question qu'on a toujours posée, le fossé qui se creuse justement entre cette communauté de petites entreprises, ces PME, ces TPE, et les grands groupes, les grandes entreprises, qui sont des moyens plus sophistiqués, plus généreux, plus importants, etc. Et donc, cette digitalisation, autant ça va faciliter effectivement énormément des fonctions comme la fonction achat, RH, finance, etc. Autant sur un autre registre, ça peut être effectivement sur une échelle peut-être macroéconomique plus que jamais une espèce d'alibi pour creuser davantage justement ce fossé. Merci Merci, c'est Hicham de m'avoir rappelé. S'il vous plaît, si je peux me permettre, s'il vous plaît, juste un petit rappel parce qu'on on a dépassé le temps prévu pour le webinaire. On est à 19h50 et il y a un autre webinaire qui est en train de se préparer. On doit donc une dernière réponse, s'il vous plaît, rapidement. Pour clôturer. Je vais faire un petit tour rapidement. Rapidement. Merci beaucoup. Donc j'ai oublié, rappelle-moi. Alors, je disais le fossé qui se creuse entre les PME. Voilà. Nous sommes une banque citoyenne. Nous avons une instruction de notre président directeur général à privilégier de travailler avec des sociétés marocaines en premier lieu et des consultants des TPE, c'est-à-dire il faut encourager les nouveaux diplômés. Et même nous avons un produit qui est spécial TPE, spécial nouvelle petite société ou TPE. Voyez. Donc, la stratégie de la Banque Centrale Populaire, il rime dans les orientations étatiques.
Vous nous renvoyez, vous nous renvoyez vers une autre problématique. Malheureusement, le temps ne me permet pas effectivement de l'aborder tout de suite. C'est la RSE Oui, et le merci. COVID-19. Dans le cadre de ce Covid-19 et son post-Covid-19, est-ce que la responsabilité de l'entreprise sociale de l'entreprise peut rimer toujours avec une performance achat? Et on parlait des achats locaux. Est-ce que et nous sommes certifiés, la BCP certifie RSE. Nous sommes certifiés. Absolument. Alors, donc, vu le temps qui nous manque, il en reste très très peu. Donc, Madame Belriti, un mot de la fin pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit. Au passage, je remercie les organisateurs et je demande leur indulgence si on a été assez rébarbatif dans le débat. Madame Belriti, à vous la parole. Rapidement, je dirais que le Covid, c'est une opportunité pour les directions achats de se démarquer. Encore faut-il retenir les bonnes leçons, qui sont claires, je crois. C'est la partie organisation interne, la partie information, fiabilité des informations, digitalisation ou dématérialisation, pour créer de l'agilité et pour créer une veille de risque fournisseur ou risque marché. Donc pour moi, c'est une opportunité. Merci beaucoup, Madame Belriti. Merci de m'avoir conviée à ce on ne va pas encore vous lâcher. Vous patientez 15 secondes. Avec plaisir. Ouais. Ou ce qu'on va faire, si Yassine Sarhani, un mot très très court par M. Kharat, et je prends 15-20 secondes pour synthétiser et je te redonne la parole, Yassine Sarhani, pour en même temps remercier les partenaires, etc., en tant que président de l'AMCA. C'est Kharat. Oui, je remercie M. Sarhani de m'avoir invité à ce webinaire et j'espère que j'étais clair dans mes interventions. Et je remercie M. Bied également et tout le monde. J'espère qu'on se reverra pour un autre thème prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, moi, en guise de synthèse, pour ma part, en tant que modérateur, en tout cas, j'étais très, très, très ravi, je le dis sincèrement. En tout cas, c'était un moment d'échange inouï, sans faire de publicité à personne. Inédit. Alors, on a parlé d'agilité, on a parlé de résilience, on a parlé de gouvernance dans la fonction achat, on a parlé de déglobalisation, dématérialisation, priorisation, pardon, dématérialisation, digitalisation. Donc, autant effectivement de vecteurs de changement, de métamorphose effectivement de cette fonction achat qui ont été accélérés, comme on l'a dit tout à l'heure, Madame Belriti l'a dit aussi, par cette crise Covid-19. En tout cas, le débat n'est pas fermé. J'espère qu'il y aura d'autres occasions par l'avenir, Inch'Allah, pour revenir à la charge. Monsieur Sarhani, vous avez le mot de la fin. Alors, moi, je dirais qu'en tant que, pour résumer, donc, je dirais que l'AMCA, il permet un petit peu de l'acheteur de ne pas être isolé avec ses équipes et de pouvoir trouver aussi de l'aide auprès d'autres acheteurs. C'est un peu l'esprit de communauté et cet esprit il a vraiment montré son importance pendant cette étape ou cette période de Covid. Je remercie, on va dire, les partenaires qui ont participé à ce projet et donc certainement le club des dirigeants qui est très actif sur ce webinaire et qui nous a encouragés à y aller. Donc, je remercie Cédric en personne et son équipe aussi qui est très dynamique. Je remercie Chamal Biad pour la qualité de la modération, elle était vraiment exceptionnelle, elle est toujours et le restera toujours. Grâce à vous, le webinaire prend beaucoup d'ampleur et beaucoup d'importance et ils sont mieux organisés. On vous remercie beaucoup. Remercier Afri Media, notre partenaire aussi, qui a travaillé sur la mise en place de ce webinaire. Et je remercie tous les participants qui sont là, Madame Sana Belriti et Monsieur Jamal Al-Kharat, mais aussi tous les autres participants qui sont là avec nous. Moi, je dirais qu'il y a un autre webinaire en préparation le 23 juin sur, on va dire, l'achat responsable énergétique et l'efficacité énergétique. En deux mots, c'est comment avoir une installation gratuite et gagner 20% de la facture. C'est pour faire en deux mots. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Nous, avec nos partenaires, on l'a mis en place. Il est opérationnel. Demain, vous pouvez avoir de l'énergie sans dépenser un dirham et avoir une baisse de facture de 20%.
Donc voilà, c'est ce qu'on présente dans le webinaire du 23. Et Inch'Allah, le club dirigeant pour faire beaucoup de webinaires. C'est très pratique, c'est efficace, ça ne nécessite pas de déplacement et c'est vraiment pertinent. Après, il y avait une présentation qui a été prévue pour ce webinaire, mais je trouve que l'échange était beaucoup plus intéressant. Donc, on va partager quelques informations dans le groupe AMCA, justement par rapport à des boîtes à outils qui sont destinées pour les acheteurs juniors. Donc, les acheteurs juniors, eux, ils ne savent pas, par exemple, faire certaines opérations maintenant. Nous, on a pris une boîte à outils, c'est-à-dire comment ils doivent faire pas par pas pour pouvoir réaliser ces tâches-là. On va leur envoyer dans le groupe de l'AMCA. Merci beaucoup, Serhani. Merci, Sylvia, Hicham. Merci, Madame Berretti. Merci beaucoup à M. Khabat. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cet échange très riche et très enrichissant. Au nom du club des dirigeants, je vous remercie et vous dis à la prochaine, Inch'Allah, et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Bon déconfinement. Au revoir tout le monde.